Amis des données de qualité et de retail, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Boy, je suis le fondateur de Fridelity, une société belge qui propose une solution retail sous le nom de Custocentrix. Voilà, pour ce nouveau numéro de Custo, de notre nouvelle Custo Question, comme d'habitude, je suis avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour à chacun d'entre vous. Et on voulait vous parler aujourd'hui de deux concepts qui ont un nom très similaire en français en tout cas, et qui sont donc un petit peu confus pour certains d'entre vous, et qu'on voulait remettre à plat: la fidélité et la fidélisation. Tout à fait, parce que bien souvent on parle de programme de fidélité et puis il y a certains qui utilisent le concept de fidélisation. Et ce qui est important, c'est de ne pas confondre les moyens et les objectifs. En fait, un programme de fidélité, en deux mots, c'est un programme de cagnotage, c'est historiquement conçu pour justifier la collecte des données personnelles. Ça a comme objectif de développer la relation avec les membres via des mécanismes de micro-renforcement et de gamification en règle générale. On vous octroie des points, on vous octroie des coupons, on donne des dates de validité, enfin toutes les occasions toutes les justifications pour vous faire revenir dans le point de vente. Quant à un programme de fidélisation, de fidélisation ou de rétention, pour utiliser un autre mot, c'est une composante stratégique du plan marketing qui vise donc à développer la loyauté des clients et donc au moyen d'un budget qui est affecté à ça et de ressources qui sont affectées à ça. Donc ça, c'est les grandes différences que je ferai entre le programme de fidélité et l'objectif de la fidélisation. Alors ces deux objectifs, ils ont une série de points communs. Le premier, c'est qu'il faut réfléchir à une proposition de valeur qu'on va adresser aux consommateurs et qui va justifier d'une part le dialogue entre le caissier ou la personne qui est en face du consommateur et le consommateur, et deuxièmement, le fait de confier ou d'accepter de confier ses données personnelles de la part du consommateur. Le second point, c'est la nécessité d'investir, et c'est notre expérience, dans l'intégration avec le système de caisse. Pourquoi ? Parce qu'on essaye d'avoir un minimum de friction et donc de pouvoir réconcilier la donnée de dépense avec la donnée de profil en un minimum de temps avec un maximum d'efficacité. Et la dernière, c'est la nécessité de prendre en compte l'ensemble des canaux de vente, parce que de plus en plus les ventes en magasin se combinent avec des ventes sur le web ou des approches qu'on appelle cross-canal ou omnicanal et qui visent à faire prendre des décisions d'achat sur le web et puis à se faire livrer le cas échéant dans un point de vente, et toute autre forme de collaboration entre les canaux digitaux et le canal brick and mortar, comme on l'appelle. Donc ça, c'était en ce qui concerne les points communs, Sébastien. Oui. Mais du coup, pose la question de pourquoi on irait investir dans la fidélisation, parce que c'est un budget important, à quoi ça sert et pourquoi effectivement on irait allouer une partie de son budget à cette problématique. Ouais. C'est un budget important, mais c'est également la nécessité de consacrer pas mal de temps et de réflexion au sujet. Et la première justification qui est expliquée par la plupart des consultants, c'est qu'en fait, fidéliser un client coûte nettement moins cher que d'en acquérir un nouveau. La seconde, c'est ce qu'on appelle la prévention du churn ou de la rotation client, et qui consiste à préserver les revenus des 30% des clients qui généralement forment les 80% de la marge. Et donc, c'est clair que perdre la fidélité et la récurrence d'achat d'un client qui vient très régulièrement dans l'entreprise, eh bien, ça a un impact significatif, évidemment, sur les marges qui sont collectées. Le troisième justification auquel on ne pense pas souvent, c'est d'activer les leviers de bouche à oreille. Quoi de plus efficace que le bouche à oreille pour amener des nouveaux consommateurs dans un point de vente ? Quand vous êtes satisfait d'un commerçant, de son offre, de son service, vous allez en parler aux autres et vous en serez fiers. Et donc, vous allez générer automatiquement du goodwill en faveur de l'enseigne. Et donc, c'est une façon de diminuer le coût d'acquisition de nouveaux consommateurs grâce à ce levier du bouche à oreille,
voire même le levier du parrainage, même s'il est plus difficile à mettre en œuvre maintenant à cause des contraintes propres aux réglementations du traitement des données personnelles. Et enfin, il faut développer l'up et le cross-selling dans les secteurs où c'est possible. Regardez ce que tous les acteurs de la vente de biens hardware font. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De vous vendre une prolongation de garantie, de vous vendre une assurance complémentaire, etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'up et le cross-selling, et qui, dans bien des cas, effectivement, est un gros générateur de chiffre d'affaires. Voilà en ce qui concerne les principales motivations pour collecter de la donnée personnelle et donc de développer des programmes de fidélité et de fidélisation. Voilà, oui, donc ça c'était la fidélisation. Il faut vraiment faire attention à chaque fois au terme, hein, fidélisation. Oui, Et là, on parle sur fidélité, hein, quels sont est-ce qu'effectivement un programme de fidélité à mettre en place, tout n'est pas rose, hein, il y a des positifs et négatifs. Je propose qu'on refasse un petit peu le point là-dessus, si tu veux bien. exactement. Exactement, on a essayé de faire ensemble un petit bilan des forces-faiblesses de chacun. Parmi les forces, un programme de fidélité, c'est simple à expliquer par le personnel en caisse, car c'est habituel. Deuxièmement, les consommateurs sont habitués à ce genre de discours. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enseignes leur proposent. Troisièmement, ça convient bien à un segment de consommateurs qui aime épargner. Et on ne se rend pas compte, dans une population, de la propension de ces consommateurs-là. Et c'est important de pouvoir en tenir compte. Le quatrième aspect, c'est que ça renforce les habitudes d'identification systématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous allez obtenir des points, vous allez systématiquement vous identifier lors de votre passage en caisse. Qui dit systématique, dit aussi qualité de la donnée collectée et l'efficience de l'usage qu'on en aura fait en aval. En ce qui concerne les faiblesses, ça diminue les marges de manière peu différenciée. Donc, si on peut s'en passer, tant mieux. Ça a tendance à être trop généreux au moment du lancement. On le rencontre chez nombreux de nos clients qui disent mais oui, mais mes caissiers ou mon personnel en caisse va jamais accepter de parler de ça si le bénéfice n'est pas suffisant. Et donc on monte et pour finir on donne trop. Et c'est pas ça qui est clé pour collecter de la donnée auprès d'un personnel. C'est d'abord le discours, c'est d'abord la relation qui se crée entre Intuit et personné. Troisième point, c'est que ce programme de fidélité il vient généralement en complément d'actions de promotion. Et donc, de nouveau, un problématique de marge, parce qu'on risque de donner sur les deux coups, même si certains ont développé des programmes de fidélité qui ne sont et des promotions qui ne sont accessibles qu'aux membres de leur programme de fidélité, justement. Et dernier point, ça peut générer de la frustration si les points ont une durée de vie trop limitée. En effet, quand on fait des programmes de fidélité, on n'a aucun intérêt à laisser courir des points de fidélité avec une valeur longue. Pourquoi? Parce que comptablement, on doit en tenir compte, et donc ça fait toute une série de conséquences d'un point de vue financier qui sont lourdes à prendre en conséquence, d'autant plus si on doit faire du clearing entre points de vente, c'est-à-dire organiser une compensation entre l'endroit où un consommateur a fait les achats et l'endroit où il bénéficie du coupon ou de l'avantage qui lui a été octroyé suite au programme de fidélité. Donc ça, c'était pour ce qui concerne la fidélité. Mais on peut faire le même exercice pour la fidélisation. Ce sera l'objet d'une autre présentation. Il y a un point que tu mentionnes et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de retailers qui l'oublient, hein, le fait de mettre des dates de validité, alors que en Belgique particulièrement, on a un historique avec quelques sociétés actives dans le secteur. J'étais tout petit, hein, mais tu t'en souviens encore certainement aussi, qui n'avaient pas mis ces mécanismes en place et qui ont malheureusement dû déposer le bilan parce que leur dette vis-à-vis des consommateurs était telle qu'ils ne l'avaient pas provisionné en compta et que potentiellement, si tout le monde venait chercher ces points, ils étaient en faillite. Donc voilà, c'est des petits détails, mais qu'il ne faut absolument pas oublier. Mais le programme de fidélité, c'est pas une fin en soi, il y a des alternatives possibles, on en a mis en place chez certains de nos clients. Est-ce que bien sûr, je suppose que oui, hein, je vois le slide, hein, vous vous en doutez, mais est-ce que tu as quelques alternatives à nous proposer à un programme de fidélité, justement? Oui, première alternative, c'est le développement de services à valeur ajoutée et le focus sur l'expérience client, évidemment. Donc, on parle de quoi? On parle de dématérialisation du ticket de caisse, on parle d'accès
à des échantillons, on parle de support unifié aux ventes cross-canal, on parle de facilité de retour de produits, d'appel à la garantie, on parle d'envoi d'informations complémentaires suite à un achat. Donc imaginez que vous achetiez un bien en électroménager, qu'est-ce qui empêche l'enseigne à partir du moment où elle a votre adresse email de vous envoyer la notice ou des informations complémentaires sur la façon d'utiliser correctement ce que vous avez acheté. Certains de nos clients ont aussi, par exemple, introduit des demandes de factures comme service à valeur ajoutée complémentaire. Le deuxième aspect, c'est le développement d'un concept de club. C'est clair que quand on a des enseignes où il y a une dimension affinitaire qui permet d'être construite, eh bien la démarche de club est extrêmement intéressante parce qu'on permet de réserver des avantages à ceux qui sont membres du club et de quelque part considérer ça comme étant un aspect qui vous différencie et qui vous lui permettra de proposer des choses que vous aurez trouvées dans le marché. Donc typiquement, on a des enseignes qui, par exemple, arrivent à collecter des places de concert qui sont non placées, à les proposer aux membres de leur club à un prix dérisoire et pour un bénéfice substantiel de personnes qui se ressemblent et qui ont plaisir à se retrouver ensemble parce qu'elles ont des passions qui sont communes. Il y a évidemment l'accès à des services premium, c'est ce qu'a fait très bien évidemment certains acteurs du e-commerce en faisant payer une partie, une contribution financière pour obtenir des services premium. C'est une piste qui mérite d'être prise en considération. Et enfin, quatrième aspect, c'est le développement d'un programme de marketing relationnel et d'un marketing de contenu. Et donc ça, c'est une piste qui est fort en cours de développement, notamment dans le contexte de ce qu'on appelle le trade marketing, c'est-à-dire de faire investir dans des contenus conjointement avec des fournisseurs et développer une relation à valeur ajoutée avec les consommateurs sur base de ces contenus. Typiquement, quand on a le secteur alimentaire, c'est des découvertes de nouvelles recettes, de nouveaux ingrédients, et il y a plein de contenus comme ça dans le secteur médical et de la santé, c'est évident, et du bien-être, c'est évident. Et sur chacune des catégories d'enseignes, il y a des choses à faire en termes de marketing contenu et de marketing relationnel. Et quand on parle de marketing relationnel, Sébastien, on fait référence à des choses dont on a déjà, dont on parle régulièrement nous, c'est simplement le fait de pouvoir habiller le parcours du consommateur, le parcours relationnel du consommateur avec une enseigne, avec toute une série d'occasions de contact, son anniversaire, l'anniversaire de son entrée en relation dans le club, le fait d'atteindre un seuil de points, etc., etc. Toutes ces petites occasions de contact qui justifient de développer la relation et de communiquer avec un consommateur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Sébastien. Ah oui, mais alors ça fait quelques années qu'on est actif dans le secteur, hein, donc si vous connaissez ou nous suivez, sinon voilà, ça fait au moins 10 ans maintenant. Et donc des conseils, on en a, de l'expérience, on en a, et on va être généreux, on n'a pas un, on n'en a pas deux, on a 6 conseils. Hein, t'as vu à quel lancement, hein, Eric? On a 6 conseils à vous proposer sur le sujet, et à vous les studios. Alors on y va, Sébastien. Premier conseil, un programme de fidélité n'est pas indispensable pour collecter des données. On l'a vu, on l'a présenté déjà. Deuxièmement, concevoir un programme de fidélité sans investir dans l'animation n'a aucun avenir. C'est-à-dire, n'essayez pas de vous lancer dans un programme de fidélité ou de fidélisation sans avoir les ressources pour s'occuper de ce programme à côté. Alors ça demande de la ressource humaine, ça demande de la créativité, ça demande de la collaboration avec des partenaires, des agences de création de contenu, des spécialistes. Troisièmement, plus la fréquence d'achat est élevée, des achats hebdomadaires ou quinzaines par exemple, plus le recours à un système de fidélité est justifié. Rappelez-vous la distinction qu'on a fait entre fidélité et fidélisation. Quatrièmement, à chaque secteur d'activité, ces spécificités qu'il y a lieu de prendre en compte. Ça c'est évidemment typique dans une enseigne, on se préoccupe de son ADN et c'est logique, et le programme de fidélité, il doit être extrêmement, ou de fidélisation, il doit être extrêmement aligné par rapport à ça. Le développement des canaux digitaux et des réseaux sociaux fait évoluer drastiquement les comportements et les attentes des consommateurs. Il faut qu'on en tienne compte. C'est clair que quand on a un club, avoir un club et ne pas avoir la page équivalente sur Facebook, ça va pas tellement. Et donc, sixièmement, l'identification systématique des consommateurs est un facteur clé dans l'exploitation des données. Donc, c'est ce que je vous disais régulièrement, ou ce que j'explique régulièrement, la systématique
pratique de collecte de données et de relier des données d'identité et des données comportementales d'achat ou de fréquentation des canaux digitaux, c'est extrêmement important pour l'usage que on voudrait bien en faire. Et puis, en guise de conclusion, Sébastien, pourquoi ne pas combiner les deux approches? Parce que c'est complètement faisable et certains de nos clients le font avec brio. Et voilà, merci beaucoup pour votre écoute. À tout bientôt. Oui, voilà, j'accepte volontiers ta conclusion, elle était parfaite. Merci à tous pour votre attention jusqu'à la fin de cette custo question. Rendez-vous dans un autre numéro pour plein d'autres questions et plein d'autres informations. À bientôt, au revoir.